Donc nous fêtons ce soir un double événement, donc le 20e anniversaire des conférences publiques de l'IAP, vous l'avez vu, mais aussi l'année mondiale de la lumière. L'IAP se devait de le célébrer à sa manière. N'oublions pas que la lumière est pratiquement le seul lien qui nous relie à l'univers. Ce devoir se double d'un immense plaisir ce soir, celui de recevoir en nos murs Pierre Léna, astronome de la lumière s'il en est, et qui ce soir nous parle des astronomes et la lumière, une longue et belle histoire. Alors, comment présenter Pierre Léna sans déborder sur son propre temps de parole? Sans en dire trop. Sans en dire trop, voilà, sans déborder sur son propre temps de parole. Bon, je vais essayer. Alors, d'abord, 2 mots sur son parcours. Normalien, agrégé de physique, professeur à l'université Paris 7. Il dirige dès 1971 le laboratoire d'astronomie infrarouge à Meudon. Infrarouge. C'est un domaine dont il a été en France l'un des premiers à pressentir l'importance pour l'astronomie. Et un fait saillant que je voudrais signaler quand même, qui caractérise à la fois le pouvoir de conviction de Pierre Léna et sa manière de communiquer sa passion, il persuade Alain Turcat, pilote de Concorde, d'étudier depuis le supersonique l'éclipse solaire du 30 juin 1973 pendant 74 minutes, puisque le Concorde pouvait suivre donc l'éclipse, contre quelques minutes pour ceux qui restaient au sol. Tout cela a été, il faut s'en rappeler, bien avant SOHO, et bien entendu. Conscient de l'importance de l'infrarouge pour l'étude de la formation des étoiles, il développe l'imagerie à haute résolution spatiale, et dans cette veine a été un des ardents promoteurs de l'optique adaptative en astronomie. À une époque où la communauté restait très dubitative, en particulier outre-Atlantique, mais pas seulement, sur l'avenir de cette technique difficile à mettre en œuvre, très ambitieuse. Et Pierre Léna, donc, a été un représentant français au Conseil de l'ESO, à une période clé précisément, européen convaincu en ce qui concerne la mutualisation des moyens en astrophysique, tout au moins. Il a contribué à y faire jouer à l'ESO, à la France, un rôle de choix et à ce que l'Europe scientifique se fasse bien avant l'Europe politique. En particulier, lorsque le projet du VLT a été accepté, financé et développé, il a été un des plus farouches artisans de la mise en œuvre de l'interférométrie au VLT. Sa présence ici ce soir est également liée au sentiment qu'il a avec nous que l'accumulation des connaissances reste vaine si elle n'est pas partagée. Je n'évoquerai pas un aspect très important de sa carrière qui concerne l'enseignement, puisqu'il a été enseignant à Paris 7, et le nombre de fois qu'il a présidé ici et ailleurs à des jurys de thèse. Il m'a dit tout à l'heure qu'il en avait comptabilisé 500. Donc ça montre la place et l'intérêt qu'il portait à ce travail. Donc son engagement dans ce domaine, en tout cas dans le domaine de l'accumulation, du partage des connaissances, lui vaut de créer avec Yves Quéré et Georges Charpak le programme éducatif que d'aucuns d'entre vous connaissent, j'en suis persuadé, intitulé La main à la pâte, et qui a fêté ses 30 ans récemment. 20 ans. C'est 20 ans. 20 ans récemment. Il y a un mot que j'ai vu, que j'ai glané, une conférence que tu aurais donnée où tu parlais de la nécessité de faire apprendre à lire, écrire et compter, ce à quoi tu ajoutais, et apprendre aussi à raisonner. Bon, c'est tout à fait dans ta veine. Je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas dire c'est raisonner qui est important, même si on ne sait pas lire, écrire ou compter. Il y a des gens qui savent très bien raisonner. Tout ça. Donc c'est très important. Alors, il est membre de l'Académie des sciences depuis 1991. Et pour mieux vous permettre de cerner encore l'approche de Pierre Léna vis-à-vis de l'observation et de l'histoire, je vous recommande Tour du monde, Tour du ciel, une magnifique série télévisée qui permet de faire le tour des lieux d'observation les plus marquants dans le monde. Une série qui avait été écrite en collaboration avec Michel Serres, tournée par Pansard-Bresson sur une musique de Delerue. On trouve encore le DVD remasterisé et édité par EDP Sciences. Voilà, comme j'ai promis, je ne vais pas prendre ton temps. Je te laisse maintenant, Pierre Léna, nous éclairer. Merci. Bon,
Je remercie vraiment beaucoup l'Institut d'astrophysique, Francis Bernardo, son directeur, mes amis Daniel Kuhnt, Jean Mouette et puis beaucoup d'autres chercheurs de cette maison. Ça me fait toujours une certaine émotion de me retrouver dans cet amphi parce que c'est là où j'ai passé ma thèse. Devant Jean-Claude Pecker et Evry Schatzman, et j'étais très intimidé, un peu plus que ce soir quand même. Enfin, il paraît qu'on ne fait pas de bonnes conférences si on n'est pas intimidé. Donc, je suis intimidé, heureux de votre présence, et j'espère ne pas vous décevoir dans ce parcours. Alors, après les orateurs prestigieux que le petit film de Jean Mouette évoquait, moi qui ne suis plus actif en astrophysique depuis quelques années, ça m'est difficile de vous parler d'actualité de façon pertinente. Donc, au fond, puisque c'est l'année de la lumière, j'ai pensé vous parler d'un parcours autour de la lumière, un peu historique, mais au fond où on va voir émerger tout ce que l'astronomie a pu en faire. Alors peut-être qu'il faudrait baisser la lumière, parce que les images, je peux parler quasiment dans le noir. Hein, donc voilà. Alors, tout commence par des ombres. Par exemple, l'observation de l'ombre de la Lune sur la Terre. J'ai pris cette photo de mon balcon la semaine dernière, moins belle que celle de Jean Mouette. Mais l'ombre de la Lune, pendant une éclipse totale de Lune, est une trace circulaire et qui montre que la Terre ne pouvait pas être un carré ou un cube, hein, mais qu'elle était un disque ou une sphère. Voilà, ça c'est le travail d'Aristarque. Et puis très vite, il y a eu le travail d'Ératosthène, qui, à la bibliothèque d'Alexandrie, et j'ai pris cette photographie le jour du solstice d'été avec des élèves du lycée égyptien d'Alexandrie qui mesuraient, comme Ératosthène, avec un bâton planté dans le sol, le rayon de la Terre, ou plutôt la circonférence. Et c'est aussi intéressant de noter qu'avec ces ombres, et la mesure d'Ératosthène, eh bien, Aristarque, dès la mesure d'Aristarque, il a su déduire la distance entre la Terre et la Lune. Et puis, la géométrie euclidienne de l'espace était à sa disposition. L'idée que la lumière se déplaçait en ligne droite était l'idée simple présente. Nous verrons plus tard qu'elle a eu d'autres aventures. Et donc, avec une idée géniale, Aristarque a voulu déterminer la distance de la Terre au Soleil, en construisant exactement au moment du premier quartier un triangle nécessairement rectangle au sommet Lune, et en mesurant à ce moment-là l'angle entre la distance de la Lune et la direction de la Lune et la direction du Soleil. Alors, il a eu de la chance parce qu'en fait, il ne pouvait pas savoir l'instant du premier quartier. Il n'avait pas d'éphéméride suffisamment précis pour le déterminer, ni d'instrument. Mais par chance, il a trouvé que le Soleil était beaucoup plus loin que la Lune et une distance qui était trop proche, une quarantaine de distance Terre-Lune, c'est beaucoup plus. Mais ça montre à quel point les Grecs avaient cette espèce de vision géométrique de l'espace qu'ils nous ont transmise. Donc tout a commencé par des ombres. Et puis, il a fallu attendre très longtemps, en gros une dizaine de siècles, où il ne s'est pas passé grand-chose, jusqu'à Ibn al-Essam, donc à Bagdad, qui, héritant des manuscrits grecs, les lisant, détermine que, contrairement à ce qui était non pas la croyance universelle, mais très répandue, la lumière n'allait pas de l'œil à l'objet, mais de l'objet à l'œil. Et si on regarde notre langage courant, il porte encore la trace de cette erreur de conception grave, puisque nous disons jeter un coup d'œil, balayer du regard. Et ça, c'est évidemment l'idée que la lumière part de l'œil pour aller vers l'objet. Non seulement il a fait ça, mais il a posé les bases de la réfraction de la lumière en s'interrogeant sur la raison pour laquelle, quand on plonge un bateau à moitié dans l'eau, le bâton paraît brisé. Il a fallu encore attendre un long moment, plusieurs siècles, où il ne s'est pas à nouveau passé grand-chose,
pour que Pierre de Fermat, la date de sa naissance est un peu incertaine, énonce un principe absolument fondamental, qui est un principe en quelque sorte économique, puisque pour définir le trajet de la lumière entre deux points, il a énoncé que la nature procède par les voies les plus économiques, ce que nous traduisons aujourd'hui en disant que pour aller d'un point A à un point B, en traversant des milieux éventuellement variables, par exemple en passant de l'air dans l'eau, la lumière va suivre le trajet de temps minimum. Alors c'est un principe qui a beaucoup fait réfléchir et qui continue à faire réfléchir parce qu'il a l'air finaliste. Il a l'air de dire qu'avant de partir, la lumière va calculer le temps de tous les parcours possibles et suivre celui qui lui donne le temps minimal, sans les essayer. Alors ça a effectivement beaucoup fait réfléchir. C'est un principe de minimum qui a inspiré plus largement un principe général de mécanique au XVIIIe siècle, principe dit de moindre action, et qui a été aussi une inspiration très profonde pour Richard Feynman, dont je reparlerai. Donc Fermat a eu cette sorte d'intuition extraordinaire qui permet en particulier de comprendre pourquoi on voit des mirages comme celui-là photographié au-dessus de l'océan. Donc énoncé important, et puis second énoncé important, bien sûr, Descartes et son optique avec la loi de la réfraction et l'explication de l'arc-en-ciel. Sans connaître d'ailleurs à l'époque les longueurs d'onde de la lumière, je vais y revenir. Mais les différentes couleurs ont différentes vitesses et donc différents temps de parcours, et c'est la seule hypothèse qu'a fait Descartes pour énoncer cela. Donc vous voyez des résultats extrêmement élémentaires qu'on apprend peut-être au collège ou en début de lycée, mais très fondamentaux pour la suite. Et puis, le rapport avec les astronomes va être immédiat, de deux manières. Le premier, c'est en restant avec des instruments qui ne font pas d'image, mais qui mesurent des angles. Au fond, que ce soit en Occident, que ce soit dans les pays du Moyen-Orient, comme par exemple l'observatoire de Jaipur en Inde le montre très bien, ou que ce soit en Chine, tous les instruments astronomiques sont des instruments de position qui déterminent en fonction du temps les positions relatives des astres par alignement. Donc à nouveau, on retrouve la ligne droite, la géométrie euclidienne, et le triomphe de cette observation par l'œil et la droite, c'est Tycho Brahe, qui dans l'île de Venne, au large du Danemark, établit les instruments les plus précis qui n'aient jamais été faits. Ici, un quart de cercle, on peut en voir un très beau, assez semblable dans l'Observatoire de Paris, ici, dans la salle d'exposition. Et c'est avec cet instrument que Tycho Brahe va déterminer, avec une très grande précision, jamais atteinte avant lui, 1 minute d'angle, l'orbite de Mars, et montrer ainsi qu'elle n'est pas un cercle, mais une ellipse, et que cette ellipse, eh bien, c'est Kepler qui en donnera la raison du parcours avec sa mécanique, et c'est sur la base de ce résultat que Newton établira sa loi de la gravitation, entre autres. Voilà, donc ça c'est l'astronomie de la ligne droite, celle qui est née avec les ombres grecques. Et puis il y a l'ouverture, le début de l'astronomie de l'image, qui est celle avec laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Galilée utilise la lunette fabriquée aux Pays-Bas et observe les 4 satellites médicéens, puisqu'il les dédie au grand-duc de Médicis, de Jupiter. C'est la naissance de l'astronomie de l'image, avec une lunette qu'on peut voir aujourd'hui au musée de Florence, qui fait quelques centimètres de diamètre d'ouverture, bien loin des 39 mètres du futur télescope européen. Voilà. Et puis, la première mesure physique sur la lumière. Et elle s'est passée tout près d'ici, puisque cette plaque est sur la façade de l'Observatoire de Paris, vous la connaissez sans doute, en 1676. L'astronome Olaus Rømer ne mesure pas, comme le dit la plaque, la vitesse de la lumière, parce que pour calculer une vitesse, il faut diviser une longueur par un temps.
Le temps, il le connaissait, c'était le temps qui séparait 2 éclipses des satellites de Jupiter, variable parce que tantôt la Terre s'en rapprochait et 6 mois plus tard, elle s'en éloignait. Mais la distance, il ne la connaissait pas avec précision parce que les dimensions du système solaire n'étaient pas connues. Donc, ce qu'établit Rømer, c'est que la lumière a une vitesse de propagation finie. Galilée s'était posé la question d'une manière assez amusante. Il partait de la vitesse du son et de l'observation du coup de tonnerre et de l'orage, et il avait simplement proposé à un de ses aides de s'installer sur une colline dans les environs de Florence avec une lanterne, et puis de soulever le voile qui masquait la lanterne, et quand il voyait la lumière, il soulevait à son tour le voile et il disait à l'aide de mesurer la différence de temps. Vous imaginez les nanosecondes sur quelques kilomètres que ça représentait et l'impossibilité de faire la mesure. Alors que Rømer donne un résultat qui va être au fond la première approche que cette chose qu'on appelle lumière, non seulement se propage en ligne droite, non seulement choisit les routes les plus économiques, non seulement est manipulable avec des lentilles pour faire des images, comme l'œil le montre aussi, mais qu'elle a une propriété physique supplémentaire. Bon, alors arrive une phase absolument extraordinaire de l'histoire de la lumière, c'est 2 Anglais, Newton et Young. Newton, inutile de le présenter. Thomas Young est peut-être moins connu. C'est un médecin de formation, un musicien excellent. Il a fait ses études en Angleterre, à Cambridge, puis en Allemagne. Et il revient en Angleterre à l'âge de 27 ou 28 ans. Et il va s'intéresser à la lumière. Et il s'intéresse à la lumière par analogie avec ce qu'il connaît de l'acoustique. En fait, il va être stimulé, ce qui montre que dans l'histoire, il faut toujours penser à lier les choses. Un voyageur, les Anglais sont de grands voyageurs, qui s'appelait Francis Davenport, visite l'Indochine, qu'on appelle le Tonkin, dans les années 1770. Et il observe que les marées dans le golfe du Tonkin ont un étrange caractère, puisqu'il arrive régulièrement qu'une des 2 marées diurnes disparaisse. Et il ne comprend pas. Il fait une note à la Royal Society pour pour présenter le phénomène qui va intéresser successivement Newton puis Young. Et Newton en propose une explication intéressante en disant ce qui se passe probablement, c'est que la marée au point d'observation sur la côte du Golfe est due à la superposition de 2 oscillations, l'une venant du nord et l'autre venant de l'est. Et que par moments, ces oscillations s'annulent, comme, dit Newton, on peut l'observer en acoustique. Et il s'arrête là. C'est bien dommage qu'il se soit arrêté là, parce que Newton avait observé un phénomène très intéressant, qui porte son nom d'ailleurs, qui est les anneaux de Newton. Quand on éclaire une surface formée d'une surface plane sur laquelle on a posé une surface légèrement convexe, disons un verre de lunettes, et qu'on l'éclaire avec de la lumière blanche ou éventuellement colorée monochromatique, on observe ces anneaux qui portent le nom des anneaux de Newton parce qu'il les a observés et parce qu'il les a mesurés. Et il a mesuré très soigneusement, car Newton était un expérimentateur remarquable, à la fois le diamètre variable des anneaux, qui varie comme les racines carrées des nombres entiers successifs, et la courbure de la surface. Newton a été incapable d'expliquer ce phénomène. Pourquoi ? Parce que pour Newton, la lumière était faite de corpuscules, de petites balles que la source de lumière envoyait, et il ne trouvait en rien comment ceci pourrait se produire. Young a repris l'expérience de Newton, et il l'a reprise avec l'idée qu'il y avait peut-être un rapport entre le récit de Francis Davenport et ce phénomène.
et que ce récit, interprété par Newton comme un phénomène acoustique, méritait peut-être de poursuivre l'analogie acoustique. Jung poursuit donc cette analogie. On raconte, l'histoire n'a jamais été confirmée, qu'il avait vu des cygnes dans les petits bassins qui sont dans les jardins de Cambridge et qu'il avait vu 2 cygnes battre des pieds et faire des ronds dans l'eau. Et qu'il avait observé que quand ces ronds se croisaient, eh bien, le mouvement plus le mouvement pouvait donner pas de mouvement. Donc Jung va interpréter cette figure comme un phénomène d'interférence. Le mot existait avant lui, mais il est le premier qui a écrit que la lumière, plus la lumière, pouvait donner de l'obscurité et qui a baptisé ce phénomène interférence. Mais il va plus loin. Ayant interprété ceci comme un phénomène d'interférence entre la lumière réfléchie par la lame plate et la lumière réfléchie par la surface courbe, il en déduit, non pas en refaisant l'expérience, il l'a probablement refaite, mais il prend les cahiers de notes de Newton, qui avait mesuré, je l'ai dit, avec une très grande précision, les rayons. Et le jeune Jung, 23 ans à l'époque, déduit la longueur d'onde de la lumière en fonction de sa couleur. Il est le premier qui est indiqué que la lumière bleue faisait environ 0,35 micromètres de longueur d'onde, puisque son modèle était un modèle ondulatoire, comme les signes, comme les signaux acoustiques de ces instruments de musique, et que la lumière rouge était aux environs de 0,7 micromètres. Il n'avait évidemment nulle idée qu'il y avait de la lumière au-delà du rouge et en deçà du bleu. Corpuscule ou onde, le débat va durer longtemps. Le XVIIe siècle s'achève et le XVIIIe siècle s'appelle le siècle des Lumières. Et pourtant, les résultats des physiciens sont assez rares pendant cette époque. Malebranche s'intéresse à la couleur et il explore l'idée qu'elle serait due à des vibrations de nature différente. Le principe de Fermat plaît beaucoup à Leibniz. Vous voyez qu'on est plus au XVIIIe sur une vision philosophique, épistémologique, et moins sur ces expériences admirables et simples qui ont révélé quelques-uns des secrets de la lumière. Maupertuis énoncera, je l'ai dit, la généralisation du principe de Fermat à la mécanique newtonienne, mais là, nous quittons la lumière. Donc, pas grand-chose de nouveau, et puis s'ouvre le XIXe siècle. Et là, on pourrait l'appeler le siècle de la lumière. La liste de noms qui est ici est loin d'être complète. Elle comprend un nombre non négligeable de Français, et c'est probablement avec Fresnel qu'est née, dans la lignée de l'interprétation ondulatoire de la lumière, l'école française d'optique, de lumière, qui aujourd'hui reste une école enracinée dans des générations de maîtres extraordinaires successifs depuis 2 siècles, et dont Alain Aspect, entre autres, ou Michel Leduc, sont des représentants absolument éminents. C'est important, je crois, de dire ça. En particulier, je pense souvent aux étudiants en le disant parce que nous sommes des héritiers et nous avons la tâche de faire fructifier ce qui nous a été donné. Et pour ce qui est de l'optique et de la lumière, nous sommes des héritiers très bien dotés. Alors, vous voyez toutes les questions qui vont surgir et progresser au cours du XIXe siècle. La vitesse de la lumière, c'est une onde. Les longueurs d'onde, quelles sont-elles? Le rapport de la lumière au mouvement, la phase de l'onde, et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette phase à partir des idées de Jung. On va parcourir, si vous le voulez bien, quelques-unes de ces étapes. La lumière et le mouvement. Galilée avait affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, mais il n'en avait pas apporté la preuve. C'était un modèle plus simple du système du Ptolémée, bien entendu, que le système de Copernic, mais la preuve observationnelle restait à prouver.
elle est apportée par Bradley en 1827, qui, à Londres, observe une étoile. Je l'ai placée au zénith. Alors, je ne crois pas que Gamma Draconis passe exactement au zénith à Londres, mais pour la clarté du dessin, c'est plus simple. La Terre parcourt son orbite en un an, et le phénomène d'aberration de la lumière est un phénomène de composition des vitesses tout à fait semblable à celui qui, quand nous sommes en mouvement et que la pluie raye les raies d'une voiture, les raies sur les vitres sont inclinées. Et 6 mois plus tard, la direction apparente de l'étoile changera. Donc, cet angle-ci est égal à celui-là, et la mesure de cet angle va donner le rapport de la vitesse de la Terre à la vitesse de la lumière, qui est connue à l'époque. Vous voyez, c'est 30 km par seconde sur 300 000 km par seconde. C'est un angle tout à fait mesurable. C'est l'aberration de la lumière et la démonstration en prenant non plus comme point fixe le Soleil, mais comme point fixe les étoiles proches, qui le sont à une première approximation, tout au moins, qu'on peut dire la Terre est en mouvement par rapport à ce repère d'étoiles fixes. C'est un résultat qui a été très important, et je crois que Bradley, pour observer à Londres avec les fumées des charbons de Londres, a eu beaucoup de mal. Voilà. Et puis, deuxième expérience tout à fait extraordinaire, l'expérience d'Arago, qui porte d'ailleurs ce nom, qui était très bien analysé, dont le manuscrit était très bien analysé par James Lequeux. Et j'ai mis la première date entre parenthèses parce que c'est la date de l'expérience et du manuscrit qui est là, mais ce n'est pas la date de la publication. Arago a gardé, pour une raison que je ne connais pas, ce manuscrit, et il l'a publié peu avant sa mort, donc en 1853. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience d'Arago? Eh bien, elle part du raisonnement très simple qui est le suivant. Si la vitesse de la lumière dépend, comme on en a l'habitude, du mouvement relatif du récepteur et de l'émetteur. Quand je vais vers la source de lumière, je dois mesurer une vitesse plus élevée, qui est la somme de la vitesse de lumière et la mienne. A contrario, quand je m'en éloigne, je dois avoir une vitesse plus faible puisque je m'en éloigne. Donc, peu importe la valeur de la vitesse de la lumière, entre aller vers et 6 mois plus tard s'éloigner, et cette fois en regardant une étoile dans la direction du plan de l'orbite de la Terre et non plus dans la direction perpendiculaire comme Bradley le fit, on doit voir une différence de vitesse. Comment mesurer cette différence de vitesse? Et là, l'idée d'Arago est tout à fait extraordinaire, puisque la loi de la réfraction nous dit que c'est la vitesse dans les deux milieux, dans l'air et dans l'eau, par exemple, ou dans le verre du prisme, qui provoque l'angle de réfraction, la fameuse loi de Descartes. Si la vitesse dans l'air change, ou dans le vide, eh bien, je dois observer une variation de cet angle. Et l'effet est calculable, évidemment, il est petit, il est de moins de 5 secondes d'angle. Ce n'est pas très grand, 5 secondes d'angle, mais c'est mesurable. Et l'expérience d'Arago avait une précision de l'ordre de 2 secondes d'angle. Et Arago n'a pas vu de différence. Donc il était à la limite de la précision de la mesure, bien entendu, mais il n'a pas publié le résultat. S'il l'avait publié, ça aurait certainement beaucoup étonné ses contemporains de savoir que la lumière, par rapport au mouvement, ne se comportait pas comme les mobiles habituels. Et les conséquences d'une telle observation, il va falloir attendre presque un siècle, après 1810, pour les tirer. Ça illustre encore une fois le génie d'Arago, et puisqu'en ce moment il est question de remettre une statue sur le socle que vous connaissez bien, peut-être qu'après le choix de la statue par un jury qui travaille en ce moment, on fera appel à la générosité du public, comme la première statue avait été construite par une souscription nationale pour fêter l'anniversaire prochain de l'Observatoire de Paris. Voilà, c'est un petit mot sur Arago. Alors, il y a eu d'autres mesures autour de la vitesse de la lumière, bien entendu. La vitesse de la lumière dans l'eau qui a été faite dans un tuyau qui a été situé le long du boulevard Saint-Michel.
voyez qu'entre Rømer, Arago et la vitesse de Foucault, il y a eu beaucoup de mesures dans le quartier, si je puis dire, sur la lumière. Voilà. Alors, cette vitesse de la lumière, dont on connaît maintenant la valeur dans l'air, dans le vide et dans l'eau, très proche de 300 000 km par seconde, elle ouvre aux astronomes le passé. Et tout le XIXe siècle va être la réalisation progressive de l'étagement en profondeur des objets astronomiques en fonction de leur distance. Et l'apparition dans ce ciel à 2 dimensions, qui est ce ciel de la nuit tel que nous le percevons, d'une 3e dimension, la profondeur, qui depuis n'a cessé de s'approfondir. Alors, le Soleil, 8 minutes de lumière. Pluton, c'est la photographie prise le 14 juillet dernier par la sonde de la NASA, 4 heures de lumière, une galaxie assez semblable à la nôtre, donc notre distance entre nous et le centre de la galaxie, c'est environ 35 années-lumière, et puis les profondeurs de l'espace photographiées par Hubble, 10 puissance 9 ou 10 puissance 10 années-lumière. Donc cette dimension de profondeur, elle est conquise avec la mesure de la vitesse de la lumière. Ce siècle avait 2 ans. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, 1802. Mais c'est aussi le moment où le chimiste, j'oublie son nom tout d'un coup, Wollaston, pardon, où le chimiste Wollaston dit on devrait pouvoir étudier le Soleil avec les différentes sortes de lumière qu'il émet. C'est Fraunhofer qui, peu après, 1814, va observer le premier, le spectre du Soleil. Et c'est une naissance fondamentale pour toute l'astrophysique dans les 2 siècles qui vont suivre. Avec la spectroscopie, on va pouvoir observer les composants de l'univers et faire cette découverte fondamentale de son homogénéité. Bien sûr, il y a des endroits où il y a un peu plus de fer, un peu moins de carbone, etc. Mais les atomes sont partout les mêmes et ils émettent partout les mêmes longueurs d'onde. Donc ce résultat de Fraunhofer est tout à fait fondamental. Le XIXe siècle est aussi celui de l'effet Doppler, dans lequel l'observation d'une source en mouvement émettant des ondes, ça peut être un haut-parleur qui se déplace dans l'air, ça peut être une source de lumière se déplaçant dans le vide, à une certaine vitesse v, va se traduire pour un observateur observant la source venant vers lui par un resserrement des longueurs d'onde, et vous voyez pourquoi ici, et pour un observateur dont la source s'éloigne, c'est-à-dire un observateur cité ici, par une longueur d'onde plus élevée. Alors, on appelle l'effet Doppler Fizeau. En fait, il a été formulé par Doppler le premier, mais pour le son, et par Fizeau le second, 6 ans après, mais pour la lumière. Donc, il est assez légitime de leur donner ces 2 noms. Évidemment, nos amis allemands parlent volontiers de l'effet Doppler, et nous, on est plus fair-play, on parle de l'effet Doppler-Fizeau en général, et rarement de l'effet Fizeau tout seul. Voilà, alors cette observation va jouer un rôle considérable en astronomie, puisque non seulement la distance des objets est accessible à partir de mesures angulaires et de la propagation de la lumière, mais la vitesse des étoiles devient également accessible, ou plus précisément la vitesse dans la direction d'observation, puisque la direction perpendiculaire ne donne pas lieu à un effet Doppler. Donc ceci va être une deuxième source majeure d'inspiration pour l'astronomie du XIXe siècle, parce que ce siècle est celui du triomphe de la mécanique newtonienne. Si l'optique newtonienne n'a pas triomphé, puisque
le corpuscule n'était pas la bonne hypothèse, la mécanique newtonienne va être mise à l'épreuve dans tous les mouvements célestes, avec une recherche constante de précision sur le déplacement des étoiles, les systèmes d'étoiles doubles, etc. Et c'est l'effet Doppler qui va être utilisé en tant que tel. Et puis, on va découvrir qu'il y a dans l'espace des éléments chimiques qui ne sont pas connus par les chimistes sur Terre. Et le premier de ces éléments, c'est l'hélium. Alors, l'histoire de la découverte de l'hélium, Hélios, c'est le Soleil, est en fait, deux noms, ils sont associés, Jules Janssen, dont vous voyez la statue ici dans le parc de l'Observatoire de Meudon, qui a observé des raies qu'il a décrits et relevés, mais il n'a pas fait d'hypothèse sur le fait qu'il pouvait s'agir d'un élément nouveau. Et c'est quelques années après, Joseph Lockyer, qui lui va jusqu'au bout et baptise cet élément, Hélios, du nom du Soleil, et il croit d'ailleurs que c'est un métal, à partir de l'observation des raies, d'où la terminaison homme, comme le sodium, le calcium, le potassium, etc. Voilà. La suite a montré que ce n'était pas un métal, mais néanmoins, on lui a laissé son de la découverte, et les chimistes, pas très longtemps après, je ne sais plus la date, ont confirmé l'existence de cet élément. Il a aussi une très belle histoire, puisque cet hélium, celui qui gonfle les ballons sur les foires foraines, a, pour une fraction importante de ces atomes, une origine liée aux états les plus anciens de l'univers, au Big Bang. Donc, la plupart de l'hélium que nous rencontrons sur Terre, ce sont des atomes extrêmement vieux. Voilà, donc voilà quelques triomphes de la spectroscopie et des longueurs d'onde. Maintenant, la phase de la lumière. Si la lumière est une onde, elle oscille. Donc tantôt, on a une sinusoïde qui est tantôt avec une phase un peu positive, et puis un creux avec une phase négative, et puis on passe par des zéros avec une phase nulle. Jung avait très bien compris cela, puisque c'était la base de son interprétation du phénomène d'interférence. Et pour mettre en évidence ce phénomène d'interférence de manière simple, il a cette fameuse expérience des trous de Young, où deux trous sont éclairés par de la lumière, et on observe des régions de l'espace, comme d'ailleurs on l'observerait en faisant l'expérience sur l'eau, dans laquelle il y a interférence négative, et d'autres où il y a interférence positive. De la lumière plus de la lumière donne de l'obscurité. C'est très intéressant, mais je n'ai pas le temps de faire ce soir, de suivre le parcours de cette expérience qu'une enquête du journal américain Physics Today, il y a quelques années, avait classé parmi les toutes premières plus belles expériences de physique. Car c'est une expérience d'une simplicité biblique qui, en même temps, a eu un destin, pas seulement en astronomie, mais aussi en physique fondamentale, et un destin épistémologique par les questions qui se sont posées autour de cette expérience tout à fait remarquable. Mais n'en parlons pas ici. Voilà une des filiations astronomiques qui n'a pas tardé de l'expérience de Young. Il a fallu attendre la fin du siècle, une cinquantaine d'années, avec une idée de Fizeau qui la formule dans un mémoire présenté à l'Académie des sciences en moins de 10 lignes, idée géniale, qui, Fizeau se demande, est-ce qu'on pourra un jour mesurer le diamètre des étoiles? Et la réponse que j'ai appris à l'école primaire, probablement comme beaucoup d'entre vous, c'est que les étoiles sont des points géométriques sans dimension. Et probablement c'est resté dans l'arrière de ma tête et j'ai voulu avoir la peau de ce message, donc d'où l'interféromètre du VLT. Bon, mais c'est un...
Alors, Fizeau dit, si je suis capable de faire interférer la lumière prélevée par 2 trous de Young, alors c'est des trous un peu particuliers, puisqu'il faut utiliser un télescope pour collecter la lumière, avec précision, dans une direction donnée. Donc, ce sera Albert Michelson qui mettra aux 2 extrémités d'une longue poutre, elle fait 6 mètres de longueur, 2 miroirs. La lumière de l'étoile va se réfléchir comme ceci, frapper le miroir primaire du télescope et former l'image ici. Même chose pour la lumière ici. Donc, au fond, ceci reproduit une expérience Young, avec l'idée que si l'étoile est un point géométrique, alors on va observer des franges d'interférence extrêmement nettes, et Young avait constaté qu'en faisant grandir la dimension, ou plutôt Fizeau, avait constaté qu'en faisant grandir la dimension angulaire de l'objet, alors les franges devenaient de moins en moins contrastées jusqu'à disparaître. D'où une relation géométrique simple, calculée d'ailleurs par les calculs de Fresnel, qui permettait de, comme dit son manuscrit très joliment, peut-être par ce moyen parviendra-t-on quelque jour à déterminer le diamètre des étoiles. Alors il y a une question que je me suis posée, mais je n'ai toujours pas trouvé la réponse. C'est Michelson est venu à Paris dans les années fin des années 1870. Fizeau avait écrit en français. Est-ce que Michelson, qui était américain, lisait les comptes rendus de l'Académie des sciences? Point d'interrogation. En tout cas, rentré aux États-Unis, Michelson lance ce projet, veut vérifier l'hypothèse de Fizeau et publiera la première observation du diamètre d'un objet céleste fait depuis la Terre, non résolu, celle d'un des satellites de Jupiter, Io, environ 1 seconde d'angle, et il lui faudra ensuite 30 ans d'efforts pour, en 1921, finir par mesurer le premier diamètre d'une étoile autre que le Soleil, à savoir Bételgeuse, Alpha Orionis, qui fait 50 millièmes de seconde d'angle. Donc, vous voyez, c'est 20 fois plus petit que le diamètre apparent de Io. J'ai mis ici, pour indiquer au fond le progrès réalisé depuis, une très belle image de Bételgeuse faite par interférométrie par Guy Perrin, donc l'actuel vice-président recherche de l'Observatoire de Paris. Vous voyez que non seulement aujourd'hui on peut déterminer le diamètre de Alpha Orionis, mais aussi obtenir des détails sur sa surface, et à chaque étape d'un interféromètre, on fait beaucoup mieux. Mais ceci est dans la droite ligne de la figure d'interférence produite par Young. Troisième question qui surgit tout au long du XIXe siècle, est-ce que l'éther existe-t-il? Question au fond évidente, l'air sert de milieu de propagation aux ondes sonores. Si la lumière est une onde, elle doit donc avoir un milieu support. On ne le voit pas, on a l'impression qu'il est présent entre les étoiles puisque nous recevons de la lumière des étoiles. Il est donc impalpable, d'où son nom d'éther, mais finalement, existe-t-il? Donc, une expérience est conçue par le même Michelson à l'aide d'un dispositif interférométrique, je n'entre pas dans le détail ici, et il essaie de mesurer le déplacement relatif de la Terre par rapport à l'éther. 30 km par seconde vis-à-vis du 300 000 km par seconde de la lumière. Ça donne un rapport petit, mais néanmoins mesurable avec un instrument suffisamment sensible. Et la conclusion des expériences qui sont répétées pendant 6 ans, tellement elle est fondamentale pour la compréhension de la lumière, est négative. Qu'on observe la lumière en allant vers la source à 30 km par seconde ou en s'en éloignant, la vitesse est toujours la même. Et on connaissait à l'époque, avec une assez bonne précision, cette vitesse de la lumière. Et ça va faire partie de l'ébranlement de la représentation de l'espace à la fin du XIXe siècle.
Dernier rapport qui est en cohérence avec cette vision de la lumière comme une onde, mais apport ô combien majeur, celui de James Clerk Maxwell, c'est-à-dire une synthèse qui va représenter les phénomènes électriques, les phénomènes magnétiques et les phénomènes des ondes lumineuses, les ondes que nous appelons électromagnétiques, dans 4 équations. Alors c'est tout à fait prodigieux comme synthèse de parvenir à représenter une pareille diversité de phénomènes électriques, magnétiques, les propriétés des matériaux, etc., dans ces 4 équations. Et j'admire toujours les jeunes gens qui, sur la plage, c'est plus vrai en Californie qu'en France, ont un t-shirt avec les équations de Maxwell. L'impression qu'ils ont le monde entier sur leur t-shirt. Formidable. Une autre conséquence, ces équations vont avoir évidemment un très grand nombre de conséquences avec l'utilisation de l'électricité, etc., donc je ne parle pas ici, mais elles en ont une fondamentale pour l'astronomie, qui est qu'elles unifient les rayonnements électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde. Donc, très rapidement, à la même époque, les rayons X font leur apparition avec Röntgen, qui les découvre, et les ondes radio avec Hertz, qui les découvre également. Donc le spectre électromagnétique commence à se peupler et assez naturellement, les astronomes vont se demander si les étoiles qu'ils observent émettent des rayons X, des ondes radio. Il va falloir attendre plus d'un demi-siècle pour avoir la réponse. Pourquoi ? Simplement parce que les quantités d'énergie mises en jeu dans les ondes reçues de ces étoiles sont évidemment beaucoup plus petites que celles qu'on peut engendrer au laboratoire. Et ça va être une éclosion d'astronomie gamma, X, infrarouge, ultraviolette, radiofréquence, millimétrique, submillimétrique, infrarouge lointain, qui ne va débuter qu'au début des années 1950. Et là, il y a un grand écart qui est presque entièrement contrôlé par le développement de la technologie, de la technique. On connaît beaucoup d'autres exemples de ce type dans l'histoire de la physique. L'électron n'a été découvert que le jour où on a su faire le vide dans un petit récipient de verre pour qu'il puisse se propager sur une distance raisonnable pour être mis en évidence. Alors nous arrivons à une transition majeure et qui est celle du XXe siècle. Et là, j'aime bien cette citation. Vous allez voir que les poètes sont souvent des visionnaires, on le sait, dans leur langue. Ils disent quelque chose de l'avenir ou du présent. Et Peirce a bien vu que la lumière, c'est 3 choses finalement. C'est de l'optique en cave et du polissage de verre. Il faut faire des télescopes. C'est des redresseurs de tors célestes, parce qu'il faut mettre de l'ordre dans ce qui est observé. Et puis finalement, c'est une sorte de fascination. Évidemment, le jeu de mots sur les paires faciès est tentant. Celle du contemplateur, de l'observateur, de celui qui aime simplement regarder le ciel. Mallarmé, on peut dire que lui, il a peut-être eu cette intuition extraordinaire de l'intérêt pour l'espace, qui va dans les 2 sens du terme, qui va être celui du XXe siècle, l'espace au sens de conquête, qui va permettre aux astronomes de placer des télescopes dans l'espace, Hubble, les X, les gamma, et aussi l'espace au sens de géométrie, de métrique, celle qui était évoquée dans le petit film que nous avons vu tout à l'heure, un espace qui va enfin naître pour quelqu'un, alors qu'il n'était là jusque-là pour personne. Le siècle s'ouvre sur la revisite, comme on dit, de cette question, lumière, onde ou particule. Einstein va nous dire qu'il est à la fois onde et particule. Comment est-ce possible ? Bien, Alain Aspect vous en dira beaucoup plus que je ne saurais en dire sur cet apparent paradoxe. Je crois que ce qu'on peut formuler simplement, c'est de dire que les concepts pour notre cerveau, à l'échelle dans laquelle nous vivons, pour aller d'un point à un autre, nous ne connaissons dans notre expérience sensible que 2 manières. Une onde, on envoie une onde,
On agite l'eau, on fait un son, hein, ou une particule. On envoie une lettre ou un boulet de canon, et avec ça, on communique. Mais ça, c'est une représentation des choses qui nous est propre et qui est, au fond, limitée, et que si on veut dépasser cette représentation, seule la formulation mathématique va le permettre, et la nature n'a aucune raison de se plier à des conceptions qui sont liées à notre échelle, à notre taille. Einstein, donc, par l'expérience de l'observation de l'effet photoélectrique, va, d'ailleurs, le titre même de cet article est extrêmement modeste par rapport au sujet traité, et cette réconciliation mathématique d'un modèle physique de la lumière, ondes et particules, elle sera achevée par Richard Feynman en 1952. La contribution d'Einstein, qui va être précieuse pour les astronomes, ceci est la représentation de la particule. L'énergie est quantifiée. Aristote disait la nature ne fait pas de sauts, S-A-U-T, et la nature fait des sauts. Et cette pensée d'un continu qui, à nouveau, représente mal la réalité, a été mise à mal par la représentation granulaire, quantique des interactions. Et peut-être une des conséquences majeures de cette nouvelle vision de la lumière va être de comprendre en détail l'interaction entre la lumière et la matière, qui va expliquer les spectres en particulier, et qui va être à la base des calculs de l'astrophysique, c'est-à-dire la physique du rayonnement de la matière, que ce soit un gaz interstellaire, la couronne du Soleil, des molécules dans un disque de poussière, qui toutes font appel à cette représentation. L'électron est dans un niveau d'énergie bas, on lui apporte l'énergie exactement nécessaire, par exemple par une collision, pour monter dans le niveau supérieur. Il redescend spontanément. Il peut aussi redescendre de manière provoquée, et c'est l'histoire du laser, mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Il redescend spontanément en réémettant sous forme de lumière l'énergie qui lui a été donnée, un quantum de lumière avec l'énergie Hc sur lambda. Donc ce résultat va être tout à fait essentiel pour les interprétations de toutes les raies spectrales, conduisant par exemple à pouvoir déterminer à partir d'une raie spectrale la densité de l'atmosphère d'une étoile ou de la couronne solaire ou de beaucoup d'autres. Alors, la lumière se propage-t-elle vraiment en ligne droite? Vous avez vu les racines très anciennes dans la géométrie euclidienne, il y a 25 siècles, de cette observation, mise un peu en question par Fermat dans la représentation du mirage, où la lumière, dans un milieu d'indices hétérogènes, suivant les voies les plus économiques, peut parcourir une ligne courbe. Mais dans le vide, qu'en est-il? C'est en 1916 que Einstein va énoncer une représentation beaucoup plus généralisée de l'espace que cet espace euclidien trop simple. On entendait parler des modèles d'espace-temps. Euclidien était trop simple. Et énoncer que la lumière suit les géodésiques de l'espace-temps, c'est-à-dire toujours les lignes les plus économiques, mais au sens d'un espace-temps qui n'est plus un espace euclidien. Comme l'a dit très bien Wheeler, l'espace dit à la matière comment se déplacer, la matière dit à l'espace comment se courber. Je répète, l'espace dit à la matière comment se déplacer. Autrement dit, les trajectoires dans l'espace sont liées à sa structure géométrique. La matière dit à l'espace comment se courber. Autrement dit, les lignes qui définissent le quadrillage de l'espace, qui n'est pas carré, mais qu'on appelle les géodésiques, sont définies par la présence de matière, c'est-à-dire par le champ de gravitation créé par cette matière. La relativité générale est vérifiée par l'observation de l'éclipse de 1919,
où le déplacement de l'image d'une étoile dû au champ gravitationnel du Soleil est égal à 2 fois la valeur prédite par Newton, exactement la valeur prédite par Einstein. Einstein avait poussé dans les années qui ont suivi les idées des conséquences que les astronomes, en observant de la lumière se propageant dans l'espace, pourraient tirer de cette relativité générale. Une des conséquences, qui n'est pas la plus fondamentale bien sûr, mais qui est très belle, c'est l'idée que si un observateur, une masse importante et une source de lumière lointaine sont exactement alignés, la lumière issue de la source lointaine va contourner la masse, s'en approchant en ligne droite, mais autour de la masse, perturbation importante des géodésiques de l'espace, elle va donc se courber et pouvoir revenir vers l'observateur. Si la situation est rigoureusement symétrique, c'est-à-dire les 3 objets parfaitement alignés, eh bien, Einstein avait publié dans les années 36 ou 37 qu'on devrait observer un anneau de lumière autour de l'objet responsable de la déflexion. Alors voilà une très belle image d'un objet qui a été observé, un anneau d'Einstein. Et puis il y a des observations qui sont peut-être moins... Oui, je vais revenir là-dessus, mais je montre tout de suite cette image. Voilà une observation qui est peut-être moins spectaculaire par la forme circulaire, mais ici, un amas de galaxies joue le rôle de masse défléchissante, déformant l'espace autour d'elle, et la lumière issue d'une galaxie d'arrière-plan va contourner ce puits de potentiel gravitationnel pour parvenir à l'observateur de façon assez déformée, un peu d'ailleurs comme le mirage que l'on observait au-dessus de l'océan tout à l'heure. Et on reconnaît ici, cette photo est assez extraordinaire de ce point de vue-là, on reconnaît vaguement l'image d'une galaxie, vous voyez en particulier les étoiles chaudes, qui donnent des points très bleutés ici, produites par ce mirage gravitationnel. C'est une belle photo de Hubble. Alors, je voulais revenir un instant sur cette image, parce que ici est au fond le critère qui permet de dire si l'espace dans lequel nous sommes, par exemple dans cette pièce, souffre beaucoup d'un écart à l'espace euclidien ou non. Et pour ça, on compare 2 quantités qui sont finalement assez simples. Je prends une masse m, par exemple ceci, et puis je regarde son énergie de masse, E égale mc2, elle est là. Et puis je prends la même masse m et je regarde son énergie potentielle dans le champ de gravitation de la Terre. Alors, le rayon de la Terre est ici, la masse de la Terre ici, la constante de gravitation universelle de Newton est là, et voilà l'énergie potentielle. Maintenant, je peux faire le rapport de ces 2 quantités et regarder si l'énergie potentielle auprès d'un corps massif est importante par rapport à cette énergie de masse du même objet. Alors, si je fais ça à la surface de la Terre, le rapport de ces 2 quantités vaut environ 10-9, 1 milliardième. Donc la courbure de l'espace autour de nous est à peine perceptible, elle est extraordinairement faible. Maintenant, la même quantité autour du Soleil, elle vaut 1 millionième, donc c'est déjà 1000 fois plus important, et c'est ce qui a permis à l'observation de l'éclipse de 1919 d'être un succès et de conduire à une mesure perceptible de la relativité générale. Et puis, si on va vers des objets beaucoup plus denses, la matière est plus condensée, c'est-à-dire m est le même éventuellement, la masse d'une étoile, mais r est beaucoup plus petit parce qu'on a affaire à un objet effondré, comme un pulsar par exemple. Le rapport va être plus important, il peut valoir un 10 millième ou un millième. Et puis finalement, quand on s'approche de la limite où ces 2 quantités pourraient être égales, vous voyez qu'on en tire une valeur du rayon pour une masse donnée, qui va être le rayon d'un objet d'où la lumière ne peut plus sortir parce que l'espace autour est entièrement refermé sur lui-même, c'est le trou noir. Donc on a au fond des critères qui sont tous contenus dans cette prédiction de la relativité générale
l'histoire du trou noir va occuper, après avoir été au fond un objet théorique dont on ignorait s'il serait détecté un jour, l'astrophysique au fond des 20 ou 30 dernières années. Vous voyez que ce trajet, suivant les géodésiques de l'espace-temps pour la lumière, c'est au fond le dernier avatar de cette longue histoire qui a commencé avec la ligne droite, qui a continué avec le principe d'économie de Fermat, remis en forme par Leibniz, et puis adapté à la mécanique, et qui a trouvé une nouvelle formulation plus générale dans la formulation de la relativité générale. Alors j'approche maintenant de la conclusion, et je l'ai limité à quelques exemples qui m'intéressent particulièrement, contemporains. S'agissant d'un trou noir, eh bien, ceci est une photographie de la région située au centre de notre galaxie. Dans la constellation du Sagittaire, une énorme épaisseur optique de poussière qui rend inobservable la région centrale de notre galaxie, j'ai dit tout à l'heure, à une trentaine d'années-lumière du Soleil. Néanmoins, cette poussière devient pratiquement transparente dans le proche infrarouge, si bien qu'on peut voir la présence d'étoiles au voisinage du centre de la galaxie. Mais ici, l'observation des trajectoires de ces étoiles, il y a quelques années, avec l'optique adaptative d'ailleurs, a permis de déterminer la masse de l'objet et le volume dans lequel il se trouvait. Et la combinaison de ces deux chiffres a montré qu'il ne pouvait s'agir que d'un trou noir dont la masse est d'environ un peu plus de 3 millions de masses solaires. Donc nous avons un laboratoire trou noir, proche relativement de la Terre, dans lequel étudier le rapport de ces deux quantités, alors sur l'horizon du trou noir, ça vaut 1, mais si on s'éloigne un petit peu, ça vaut un dixième ou un vingtième, et on peut avoir des effets relativistes extrêmement intéressants en observant simplement les étoiles et la modification du trajet de la lumière lorsqu'elle passe à courte distance du trou noir. Pour faire cette observation, un groupe entre l'Observatoire de Paris et le Max Planck de Munich a construit un instrument qui s'appelle Gravity, le bien nommé, étude du champ de gravitation du trou noir du centre de la galaxie. Alors il y a un petit miracle ici, c'est qu'on ne peut pas faire d'optique adaptative dans des conditions arbitraires. Il faut avoir une source de référence. Or, il semble que le centre de la galaxie était de toute éternité, enfin peut-être pas parce que les étoiles bougent, mais enfin préparé pour cette observation, puisqu'on dispose à la fois d'une source qui est suffisamment lumineuse pour servir de référence à l'optique adaptative, et de deux autres sources qui sont suffisamment proches, moins lumineuses, mais suffisamment tout de même, et suffisamment proches du centre de la galaxie, enfin du lieu du trou noir, pour servir de référence à l'interféromètre qui va mesurer les trajectoires de ces étoiles. Donc, c'est un instrument qui est installé sur le VLT depuis quelques semaines, depuis le mois d'août, et qui doit entrer en service à la fin de cette année. C'est probablement l'instrument qui demande le plus de précision certainement de tous les instruments qui ont été construits pour l'astronomie infrarouge, puisqu'il se propose de faire des mesures à une précision de 10 microsecondes d'angle. C'est la précision, ce n'est pas la résolution, mais une précision de 10 microsecondes d'angle du mouvement des étoiles autour de cette source. Donc voilà un avatar récent de la relativité générale. Et puis un avatar, si j'ose dire, actuel de l'effet Doppler, c'est la découverte il y a exactement 20 ans, puisque c'était au mois d'octobre 1995 de la première exoplanète dont vous avez abondamment entendu parler ici. C'est la mesure de l'effet Doppler sur l'étoile et non pas sur la planète qui a permis d'avoir cette très belle courbe qui se répète d'orbite en orbite, où la vitesse de l'étoile par rapport à l'observateur, en ayant soustrait tous les paramètres accessoires, la vitesse de la Terre par rapport au Soleil, la vitesse
de rotation de la Terre sur elle-même, etc. La vitesse du Soleil aussi par rapport à l'étoile observée. On voit une modulation de vitesse qui était interprétée comme due à la présence d'une exoplanète, la première. Nous en avons aujourd'hui près de 2000 qui sont connues et observées. Et puis, je ne résiste pas, parlant d'exoplanètes, à vous montrer cette très belle image qui vient d'être publiée autour de l'étoile HL Tauri, une étoile toute jeune, quelques millions d'années au plus. On voit le disque qui entoure l'étoile dans lequel se forment ces exoplanètes avec une série de rayures, pourrait-on dire, qui sont, sans qu'on ait pu encore observer les planètes vraisemblablement formées 3 ou 4, d'une masse comparable à celle de Jupiter, qui ont épuisé la matière de ces disques. Il reste de la poussière dans ces disques, mais beaucoup moins que dans l'intersillon, si je puis dire, ici et là. On peut d'ailleurs déterminer par spectroscopie l'ordre de grandeur de la taille des grains de poussière. Et donc on a là un disque qui est pratiquement au moment où se forment de grosses planètes dans ce disque. Alors, il y a eu beaucoup de publications depuis quelques mois sur cet objet. Il faut attendre ce que l'on en saura davantage. Mais nous voyons aujourd'hui la lumière d'autres mondes. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là en vous montrant cette belle image qui est ALMA. Mais enfin, vous l'avez sous les yeux depuis le début de la conférence. Donc, photographiée au Chili, et conclure en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup Pierre. C'est moi qui ai l'honneur de passer le micro pour les questions. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses et puis c'est une préparation aux conférences à venir puisqu'on a parlé de celle d'Alain Aspect au mois de novembre et au mois de décembre ce sera Arnaud Cassan de l'IAP qui nous parlera d'exoplanètes. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sûrement qui se lancent? Je suis à peu près certain qu'il y a dans la salle pour chaque question une personne plus compétente que moi. Attendez, chacun son tour. Voilà. Pardon, voilà. Jean-Pierre. Oui, merci beaucoup. Quel peut être le plus grand progrès à venir dans le domaine justement qui vous intéresse, dans l'optique, l'astronomie d'optique? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? C'est-à-dire, je crois qu'avec une question comme ça, il y a des questions techniques et il y a des questions de nature plus fondamentale. Du côté des questions techniques, moi je rêve, depuis longtemps d'ailleurs, du jour où on fera l'image de la surface d'une exoplanète. Car cette image porterait, par exemple, pour un objet situé à une dizaine de parsecs de la Terre, la capacité d'observer des surfaces solides et, par exemple, l'existence de chlorophylle. C'est réaliste? Alors, c'est réaliste en ce sens que, du point de vue du calcul, il n'y a pas de physique inconnue et qu'il faut mettre dans l'espace un interféromètre ayant une base de quelques dizaines de kilomètres et une ouverture de quelques mètres. Donc, techniquement, on sait que c'est possible. Et donc, ça se fera un jour. Il est probablement un peu tôt pour le faire parce que plus on a de planètes proches de la Terre et plus on les a caractérisées par spectroscopie, plus il sera facile de choisir les cibles pour une observation qui elle-même sera difficile. Mais le vol en formation dans l'espace est quelque chose qui est maintenant en cours. Il y a un coronagraphe pour faire des éclipses en permanence qui est en projet maintenant. Donc, techniquement, c'est une question. Maintenant, il y a une question plus fondamentale, c'est comment est-ce que la lumière interagit avec la matière noire.
Alors, que savons-nous de cela? Nous savons qu'elle obéit au même principe de géodésique. Mais a-t-elle d'autres interactions avec la matière noire? Je ne sais pas quelle spéculation de théoriciens, peut-être François Boucher aurait un mot à dire là-dessus. Non, plutôt mon voisin. Ou Francis Bernardo. C'est une question difficile parce que, justement, par définition, on dit que la matière noire n'a pas de... Bien, mais tu disais ça d'ailleurs, François. La matière noire n'a pas d'interaction électromagnétique, donc elle n'interagit pas avec la lumière, mais c'est évidemment une approximation dans les modèles réalistes de physique des particules. On s'attend à ce qu'il y ait à un ordre plus élevé dans les corrections radiatives une interaction, mais c'est très très spéculatif. Et c'est très spéculatif vis-à-vis de la nature même de la matière noire qu'on n'a pas identifiée. Donc effectivement, c'est une bonne question et on aimerait avoir la réponse. Madame, On risque d'attendre un peu longtemps. Monsieur, vous avez une question? Non, madame, oui. Je voulais vous dire, vous avez dit 30 années-lumière pour le centre de la galaxie. Je crois que c'est 30 000 années. 30 000, oui, j'ai dit 30. Oui. Ah, pardon, excusez-moi alors, merci de la correction. 30, 10 kilos par sec, hein, ça fait 30 000 années-lumière. Que devient la lumière quand elle s'approche du trou noir? Eh bien, elle continue à suivre. Alors, ça dépend. Si c'est de la lumière qui est émise par du gaz, par exemple, ou une étoile qui est proche du trou noir, mais qui n'est pas tombée dedans, c'est-à-dire qui n'a pas franchi l'horizon. Elle tombe dedans? Non. Si elle est proche si elle n'est pas à l'intérieur du trou noir, alors elle va se propager dans un espace qui est fortement déformé, si je puis dire, par la gravité intense. Mais elle va nous parvenir. Et c'est justement un des buts de l'instrument Gravity que de regarder l'image d'étoiles dans ce champ de gravitation intense, d'en analyser les déformations et les trajectoires. Par contre, s'il s'agit de lumière qui se est émise à l'intérieur du trou noir, elle ne sort pas. Et il est noir. C'est pour ça qu'on l'appelle trou noir. Voilà. Il y aurait une belle conférence à faire sur l'histoire du noir en astronomie. Vous voyez, le paradoxe de la nuit noire, le trou noir, la matière noire. Il y a une belle histoire. J'ai commencé par de l'ombre, c'était quand même moins noir. Tu reviens dans un an pour nous parler du noir? Ah non, mais je ne suis pas doué là-dessus. Ce serait très intéressant. Il faut d'autres orateurs. Ça serait un bon sujet, ça. Des noms. On est preneur de noms. Une dernière question? Voilà. Non? J'ai peut-être abusé du temps. Non, pas du tout. Hein? Merci beaucoup. Et rendez-vous dans 20 ans pour la 400e. Et merci à tous de votre écoute.